Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour commencer une longue série de vidéos qui vont porter sur l'avenir du PSG à court et moyen terme. Bien sûr, dedans, il y aura les mercatos parfaits que tout le monde attend, mais avant, j'aimerais revenir sur quelqu'un qui est déjà au club, qui devrait s'y inscrire sur la durée puisqu'on parle d'une prolongation et qui est surtout ô combien important. C'est peut-être même la star du nouveau projet, s'il devait y en avoir une, puisque Nasser nous a dit qu'il n'y avait plus de star, mais ce même Nasser l'a qualifié de boss, j'ai nommé Luis Enrique. Donc c'est pour moi l'occasion de faire un bilan de son travail ainsi que celui de son staff sur cette première année qui a été riche en émotions, en faits tactiques et en accomplissements aussi, il faut bien le dire. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, cette vidéo, elle est difficile. Peut-être qu'elle sera longue parce que quand tu parles de l'entraîneur, c'est difficile de pas t'éparpiller et faire un bilan plus global de la saison du club en général et donc parler pendant des heures. Mais là, l'objectif, ça va être de rester focus sur le travail de Luis Enrique uniquement dans différents secteurs avec sa direction sportive, son président aussi, le groupe, ses joueurs, son staff, mais surtout les supporters, nous, chez qui il y a quelque chose qui dénote absolument par rapport aux précédents entraîneurs, à savoir l'enthousiasme qu'on ressent d'abord tout au long de la saison et encore aujourd'hui quand on parle de Luis Enrique, il y a franchement une vague de positivisme qui est absolument dingue, quasiment inédite sous l'ère QSI et c'est sûrement sa plus grande réussite, à savoir mobiliser, unir tout le monde autour de son projet et nous emmener avec lui tout simplement puisqu'on a envie de voir globalement quand on parle de prolongation pour Luis Enrique, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut rajouter 1, 2, voire 3 ans à son contrat parce qu'on a hâte de voir ce que ça va donner. Il y a déjà eu un gros travail de fond qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Aussi un travail sur la forme à travers sa communication qui a beaucoup aidé aussi pour la construction de l'image qu'il a aujourd'hui auprès des supporters, mais pour rester sur cette communication, elle a eu un effet quasi inverse chez des gens qui sont aussi importants dans l'environnement d'un club, à savoir les journalistes, qui eux, du coup, comme ils sont pas respectés dans ces conférences de presse, et lui-même le dit, Luis Enrique, il ne respecte pas les journalistes, du coup, il véhicule des messages qui sont un peu négatifs, parfois même des prises en grippe de l'entraîneur, mais pour l'instant, elles n'ont pas infusé dans l'esprit des supporters parisiens. C'est bien. On va voir à l'avenir et donc dans cette vidéo, on va faire un peu un bilan. On va essayer d'être juste, de dire tout ce qui a été bien fait et ce qu'il va falloir améliorer à l'avenir parce que bien sûr, cette saison, il a été bien aidé par certains faits et il faut voir ce que ça va donner quand il y aura des moments de difficulté, quand on va avoir des saisons comme on avait les saisons passées, à savoir celles qui se terminent au mois de mars avec l'élimination en Ligue des Champions et pas le 8 mai en demi-finale face à Dortmund. Bref, autant d'interrogations qu'on veut vivre justement avec lui. Donc son contrat court jusqu'en 2025, comme avec quasiment tous les entraîneurs sous l'ère QSI, Pochettino, Galtier, Tourelle, Emery, c'était comme lui, 2 ans de contrat. Certains avaient une année en option qu'ils pouvaient lever. Là, j'ai cherché, mais le club n'a pas communiqué sur une éventuelle option. Donc là, c'est pour ça que dans les médias, on parle d'une prolongation. Depuis longtemps, pendant la saison, on savait que du côté du club, on voulait le prolonger. Mais du côté de l'entraîneur, on voulait se concentrer sur les échéances sportives qu'il attendait. Donc maintenant, voilà, ils vont se poser, ils vont parler. Et dans les prochaines semaines, normalement, si tout va bien, Luis Enrique devrait du coup prolonger. Comme je l'ai dit, les impressions sont très positives, malgré d'abord un environnement médiatique qui est quand même assez négatif autour du travail de Luis Enrique. Ça, je ne m'éternise pas là-dessus, j'en ai déjà parlé. Mais surtout aussi, il faut remettre dans son contexte cette saison et notamment son début. Rappelez-vous 2 choses. D'abord, du mercato, où on a fait partir énormément de joueurs, une purge absolue avec la moitié de l'équipe qui a complètement changé.
de vraies interrogations. Quand tu vois Verratti qui part, qui n'est pas forcément remplacé, quand tu vois Dembélé signer, je pense que pas grand monde pensait qu'il allait faire la saison qu'il a fait en termes de matchs joués, en termes de statistiques, de buts marqués. Bon, ça, oui, on était un peu plus d'accord. Mais voilà, le voir devenir un élément essentiel du 11 comme il l'a été cette saison, peu de gens signaient pour ça. Pareil quand Barcola signe en fin de mercato. Et au final, malgré toutes ces interrogations le 1er septembre, Luis Enrique a réussi à emmener tout le monde. Et aussi sur le terrain. Sur le terrain, le début de saison, rappelez-vous, le 5 octobre, on est à 12 points en Ligue 1. On est 5e au classement et c'est le pire début de saison sous QSI. La défaite face à Newcastle, c'est la plus lourde défaite du PSG en phase de poule de Ligue des Champions sous QSI. Donc c'est vrai qu'on était en début de saison à un moment où ça aurait pu basculer de l'autre côté tout simplement. Malgré ça, donc tu t'es pris les murs au moment où il le fallait, à savoir septembre-octobre quand il n'y a pas trop d'enjeux, pour derrière justement avoir une vraie progression visible sur toute la saison et un PSG globalement meilleur au mois d'avril qu'il ne l'était au mois de septembre. Donc ça, c'est évidemment une grande réussite pour Luis Enrique, un grand changement par rapport aux autres saisons. Voilà. Pareil, en Ligue des Champions, même si tu as énormément de regrets face à Dortmund, tu as quand même bien vibré face au Barça, la Sociedad. En Coupe de France, tu fais un beau parcours. Et j'aimerais aussi revenir sur ce 12e titre de champion de France, parce que tu as beaucoup de matchs références. Beaucoup de matchs qui, je pense, seront cités l'année prochaine, parce qu'on va s'en souvenir en fait. Je pense au match contre Lens, en août, qu'on gagne 3-1, alors qu'on était resté sur 2 matchs nuls assez compliqués, laborieux. Le Classico face à Marseille, qu'on gagne 4-0 avec la blessure d'Mbappé à la 30e minute, le doublé de Gonzalo Ramos. Le match face à Monaco aussi en novembre. Bon, celui-là, peut-être qu'on s'en souviendra pas, mais le 5-2 quand même, qui était plutôt intéressant. Le match face à Lille, moi, c'est un match qui m'a vraiment marqué en février, quand on gagne 3-1, alors qu'ils ouvrent le score très tôt, qu'on a une équipe vraiment bis, et qu'au final, on fait un des matchs les plus aboutis collectivement, avec un super pressing, une équipe très intense, et qui marque 3 buts à Lille quand même, qui a été une grande équipe de cette saison. Une des rares équipes aussi qui, au match aller, nous avait rattrapé en toute fin de match. Rappelez-vous ce match nul là-bas. Le match face à Lyon aussi en avril, hein, juste après la Ligue des Champions, pareil, avec une équipe bis, gagné 4-1 contre eux, enfin, c'est quand même pas rien. Le Classico retour, 2-0 en étant en infériorité numérique à 0-0 assez tôt dans le match, avec la sortie d'Mbappé, le but de Ramos, la célébration dingue. Bref, beaucoup de matchs. Et même la finale de Coupe de France, je trouve plutôt réussie. Beaucoup de matchs quand même qui sont des références. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que quand tu analyses l'entraîneur du PSG, bah en fait, tout ce qui est fait sur la scène nationale, on a tendance à l'éclipser en disant bah ouais, il n'y a pas de suspense. Donc quand ils font leur célébration au mois de mai, à chaque fois l'ambiance est un peu bizarre, parce que ça fait des mois qu'ils savaient qu'ils allaient être champions. Ils normalisent un petit peu ça. Peut-être que de l'autre côté, quand tu as des autorités françaises qui nous interdisent de célébrer dans les rues notre titre, bah ça enlève aussi une saveur, hein, et ça ne tient pas de nous. Ce serait bien qu'un jour quand même on revienne sur ce genre de décisions qui sont assez aberrantes. On dit aussi, ouais, l'entraîneur, quand t'as des mercatos à 400 millions, c'est normal de dominer la France. Pour cette saison, il n'y avait pas de concurrence. C'est ce qu'on disait, il n'y avait pas de concurrence. Parce que, voilà, les grosses équipes ont déçu. Mais enfin, en août, je rappelle qu'il y avait plein de commentateurs qui voyaient Marseille nous titiller, quoi. Je veux pas citer de nom, mais vraiment des commentateurs très en vue, voilà, qui nous disaient Marseille avec leur super mercato. Au final, 15 jours après, ils avaient viré Marcelino juste avant de nous affronter au Classico. Ils se sont mangés 6-0 aller-retour contre nous et ils ont fait la saison qu'ils ont fait, malgré aussi leur beau parcours en Ligue Europa. Et au final, c'est vrai, pas de concurrence pour nous. Bah, en fait, quand tu saisis tout ça, les matchs références, la saison qu'on fait au niveau national, retrouver la Coupe de France qu'on avait perdue sur les 2 dernières éditions, en fait, tu comprends l'essentiel du travail de Luis Enrique, qui a été un travail de fond au quotidien pour voir le niveau moyen de l'équipe amélioré de manière plus constante sur la durée, tout simplement. Maintenant, c'est sûr qu'au PSG,
tout ça, ça peut vite être éclipsé parce que tu es jugé sur un échantillon de match qui est très minime, à savoir les phases à élimination directe de la Ligue des Champions. Donc là, on en a joué 6. Donc bien sûr, c'est une réussite déjà, même s'il y a des regrets pour Dortmund. Ça fait bien sûr, ça embellit en fait le bilan à l'échelle nationale. Les deux sont liés évidemment, puisqu'une saison en tant qu'entraîneur au PSG se joue sur la Ligue des Champions. Bon, tous les matchs que j'ai cités là, ils illustrent très bien ce que Luis Enrique a ramené au club. D'abord, dans l'effectif, tout le monde est concerné, tout le monde est mobilisé, personne n'est exclu. Il n'y a pas de 11 titulaires, comme il l'a dit. Les joueurs, même ceux qui sont sous-utilisés, eh bien, à un moment donné, ils ont leur chance. Ils vont jouer un match qui va être important. Ils vont se sentir importants et vont savoir pertinemment qu'en fait, s'ils sont bons, Luis Enrique n'hésitera pas à les titulariser sur un match à enjeu. Et donc, ils vont y aller. Et puis surtout, l'équipe, elle est beaucoup plus agréable à voir jouer. En fait, on a une équipe qui s'est complètement modernisée. L'année dernière, on était déjà très antipathique pour les supporters. Difficile à voir jouer parce qu'il n'y avait pas d'effort. Ça courait pas, ça se faisait massacrer en contre. Ça mettait aucune intensité. Là, c'est vrai qu'il y a un certain pressing. Enfin, combien de buts on a mis sur des actions de contre-pressing ? C'est ultra inédit au PSG QSI. Donc rien que ça fait plaisir, des principes de jeu qui survivent aux individualités en fait. Hakimi, quand il est parti à la CAN, on pensait que ça y est, ça allait être le désastre absolu pour le 11 et tout ça, et au final, on a fait de gros matchs aussi sans lui. Donc voilà, ça c'est en lien bien sûr avec ce qu'il disait dès sa première conférence de presse, donner du plaisir aux supporters en pratiquant un football très offensif. Bon, le PSG Toulouse, là, qu'on a joué au mois de mai, c'est vrai qu'il dénote. C'est un peu l'exception qui confirme la règle parce que là, tu as eu du vrai relâchement que tu avais les autres saisons. Mais là, c'est que sur un match, en fait. Les autres, ils sont maîtrisés. Les autres saisons, les PSG Toulouse, on en avait quasiment toutes les semaines. Et dès le mois de mars, en fait. Donc là, on peut vraiment s'estimer heureux. Il y a eu des matchs très sérieux. Comme je disais, le 4-1 face à Lyon après un match de Ligue des Champions contre le Barça. Même le 6-2 face à Montpellier. Juste avant une trêve internationale. Vrai festival, avec des buts magnifiques. C'est vrai que cette saison, on pourra aussi dire que le PSG a marqué de très beaux buts, et pas que par Mbappé. Je dirais même que Mbappé a été éclipsé dans cette dimension. Alors, il en met des très beaux, notamment celui contre Metz en décembre, celui contre Milan au match aller en octobre au Parc. Mais il y a Vitinha, il y a Dembélé qui a mis peu de buts, mais des magnifiques buts. Les deux contre le Barça, même celui qui met contre Monaco en Ligue 1, il est absolument fantastique. La tête de Gonzalo Ramos lors du Classico aller au mois de septembre. Enfin, ça, c'est des buts qui te font lever et qui te font hurler. Il y a aussi beaucoup de matchs où tu sens que Luis Enrique a inculqué une culture de la gagne, un refus de la défaite qui est très prononcé. Parce que on a beaucoup de matchs nuls qu'on va chercher dans les derniers instants. Celui face à Rennes, où Gonzalo Ramos rentre, celui face au Havre, un peu plus tard dans la saison. Il y a aussi eu des contextes très défavorables à l'extérieur, sans public. D'ailleurs, à l'extérieur, on est invaincu sur toute la saison, ça c'est très fort. Le Havre, par exemple, on est mené pendant 80 minutes, enfin on est en infériorité numérique, pendant 80 minutes après le début de match cataclysmique, et au final, on gagne 2-0. Alors c'est que le Havre, vous me direz, mais face à Marseille, qui est quand même un peu relevé, on est l'expulsion de Beraldo, c'est quoi? Après la demi-heure de jeu, juste un peu avant la mi-temps, on est à 0-0 surtout, et on marque 2 buts, Vitinha et Gonzalo, en étant à 10. Enfin voilà, c'est des matchs qui sont quand même pas héroïques, mais qui font plaisir en fait en tant que supporter, qui te lient à cette équipe tout simplement. Donc la communication de Luis Enrique est très clivante bien sûr. Les journalistes relaient un peu des choses négatives. Là-dessus, j'aimerais mettre un petit bémol. C'est vrai que des fois, il fait des choix qu'on n'arrive pas à suivre. On va pas se mentir. Même quand tu suis le PSG comme vous et moi, il y a des trucs qu'on comprend pas. Et où on aimerait des explications qu'on n'a pas, parce qu'il ne parle pas. Limite, il parle plus quand il fait les interviews pour les médias du club, en fait. Mais le problème, c'est que ça, il y en a une ou deux dans la saison, quoi. En conférence de presse, toutes les semaines, il dit pas grand-chose. C'est très formaté, et c'est vrai que parfois, on aimerait avoir des explications, donc c'est ça qu'on pourrait aussi un peu regretter dans son lien avec les journalistes, parce que les journalistes, on peut les détester. Ça reste
un lien en fait, un pont entre le club et les supporters. Voilà. Bien sûr, hein, après cette spirale négative avec les entraîneurs, hein, Galtier, Pochettino, qui avaient une communication absolument aberrante. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien, surtout que c'était pas gagné quand il arrive. Hein. Rappelez-vous, il y avait beaucoup de supporters qui étaient assez sceptiques sur Luis Enrique. Hein. Moi, je me souviens qu'à l'époque, la majorité voulait Mourinho. Hein. Ils voulaient pas de Luis Enrique, hein, même pas de Nagelsmann. Et puis surtout, c'était l'entraîneur de la remontada, en fait, quand il arrive. Donc ça, c'était relayé dans les médias et tout ça. Donc c'est vrai que c'était pas forcément évident. Faut recontextualiser pour se dire que tout ça n'était pas forcément évident avant, enfin au début. Avec ses joueurs aussi, j'aimerais revenir quand même sur sa capacité à faire progresser des individualités qui ont été très importantes cette saison, parce que on peut dire qu'il y a eu un collectif qui est né, qu'il y a eu une certaine régularité et que ça a fait un peu notre saison. Je trouve que notamment dans les moments clés, on a aussi reposé en fait sur des individualités qui ont été très fortes. Je pense que sur la deuxième partie de saison, celui qui ressort, c'est Vitinha, sur les gros matchs. Bon, il y a Mbappé aussi qui pèse des statistiques énormes. Warren sur la première partie de saison, hein, notamment le match retour face à Dortmund par exemple. Là, tu as vraiment un exemple d'une individualité qui pèse en fait sur le collectif, qui dépasse le collectif. Mais même ces individualités, c'est lié au travail de Luis Enrique. Vitinha, typiquement, Vitinha, c'est énorme. Il y a quelque chose qui m'a... Aujourd'hui, il a été élu, nommé dans l'équipe de la saison de la Ligue des Champions. D'ailleurs, le 11 est pas dégueulasse. Le 11 est plutôt correct et cohérent. Et Vitinha est dedans. C'est le seul Parisien. Et je me suis dit, en fait, ce parcours en Ligue des Champions résume très bien sa saison. Pourquoi? Parce que le premier match qu'on joue cette saison en septembre face à Dortmund au Parc des Princes, il est homme du match. Il a le trophée à la fin du match, en ayant le rôle de milieu ailier gauche, laquais de Mbappé, celui qui devait couvrir Monsieur Mbappé. Ok. Ensuite, il y a eu des matchs en Ligue des Champions où il saute du 11 à l'automne. C'était le fusible le plus facile à faire sauter pour Luis Enrique à un moment donné de la saison. Et la demi-finale retour, où c'est tout simplement le meilleur Parisien, dans un rôle quand même très différent que sur ce match dont je faisais référence au mois de septembre, puisque là, en mai, au Parc des Princes, il a été le métronome de l'équipe, en tant que numéro 6. Alors qu'il commence par exemple le 8e aller en relayeur, face à la Real Sociedad, qui a cet ajustement à la mi-temps de ce 8e, qui est un des tournants tactiques de la saison. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui illustre bien la progression absolument incroyable de Vitinha. Et Luis Enrique a son rôle là-dedans. Par exemple, Vitinha te cale 9 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Enfin, c'est énorme. Je pense, j'ai pas le classement de nos buteurs en tête, mais ça doit être le deuxième ou le troisième meilleur buteur du club. Luis Enrique lui faisait travailler la finition en début de saison, en fait, tout simplement. Bon, après, il y a d'autres joueurs, hein, comme Dembélé, comme Barcola aussi. Alors, dans sa communication, c'est vrai qu'il protège toujours publiquement ses joueurs. Hein. Il dit toujours, c'est moi le responsable. Jamais il a critiqué un joueur publiquement, voilà. À part Mbappé, c'est vrai. À part Mbappé après Reims, quand on gagne 3-0 là au mois de novembre, où il se permet de le tabasser publiquement. Mais tous les autres, même Donnarumma, quand il prend le rouge face au Havre et tout ça, il les protège tous. Il les protège tous. Mais malgré ça, il y a un petit côté autoritaire en fait dans son coaching. C'est un entraîneur qui apporte une vraie relation de confiance avec ses joueurs, mais aussi une distance. Il surplombe ses joueurs, il a la main dessus. Vitinha, au début de saison, comme je disais, il a un rôle ingrat. Il comble Mbappé sur le côté gauche. Il est sur le banc à différents matchs. Barcola, au mois d'octobre, au mois de février, quand il est pas bon, il est sur le banc. Lucas Hernandez, je sais pas si on se rend compte du choix de ne pas le titulariser au match aller face à la Real Sociedad pour mettre Beraldo, qui un mois plus tôt était au Brésil. Je sais pas si on se rend compte le risque que c'est en fait. Et on a su plus tard que si Lucas n'était pas titulaire ce soir-là, c'est pas parce qu'il était malade ou blessé, c'est parce que Luis Enrique avait eu vent de sorties nocturnes et d'une hygiène de vie qui ne colle pas avec ce qu'il veut faire de ses joueurs. C'est complètement dingue. On a eu un peu plus tard, là dernièrement, l'histoire des joueurs qui ont été exclus, de l'entraînement. Bon, on sait toujours pas qui c'est. C'est vrai qu'il y a peu d'informations qui filtrent dans les médias. Ça, c'est bien. Hein. Le club est bien cadenassé. Peut-être même trop. Par exemple, Gonzalo Ramos, quand il est malade au mois de décembre, qui perd des kilos et tout ça, on l'apprend 2 mois après. Alors qu'au mois de décembre, on était en train de le critiquer parce qu'on comprenait pas, il rentrait pas, et quand il rentrait, il était pas bon. Alors que ça aurait pu être une explication, en fait, à ces mises sur le côté. Le club avait tout intérêt à faire filtrer ça. Mais au final, ça a filtré après,
tout simplement. À l'inverse, il y a des joueurs qui ont été dans un certain confort à un moment donné, une relation privilégiée avec leur entraîneur, et qui au final aujourd'hui sont limite sur le marché des transferts. Kolo Muani qui est titulaire sur les 6 matchs de poule de Ligue des Champions en première partie de saison, là sur la fin de saison, contre Toulouse, Nice, il ne joue même pas, contre Metz, il n'est pas titulaire, il joue 28 minutes, et contre Lyon en finale de Coupe de France, il rentre pas. Pardonnez-moi, mais si ça, c'est pas un message en vue du mercato, je sais pas ce que c'est. Ugarte, le PSG était son équipe au mois d'août, au mois de septembre. Là, limite, Luis Enrique a été trop dur avec lui en deuxième partie de saison. Et d'ailleurs, on a eu des informations dans ce sens-là. Ugarte, s'est senti délaissé, mal géré, de manière un peu trop dure en fait, par son entraîneur. Et aujourd'hui, c'est les deux qui, je pense, sont le plus susceptibles de partir. Outre les indésirables, bien sûr, Carlos Soler, Mukiele, tous ceux qui vont revenir de près, je les compte pas. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des questions qui vont se poser, mais ce sera pour d'autres vidéos. Avec sa direction aussi, j'aimerais revenir sur sa relation avec la direction de Luis Enrique, parce que visiblement, ça travaille bien. Alors, bon, Nasser a fait son éloge, mais surtout avec Luis Campos, c'est très important, très inédit. Encore une fois, on a un entraîneur et un directeur sportif qui sont sur la même longueur d'onde, visiblement, parce que Luis Enrique, quand on lui posait des questions en conférence de presse sur son directeur sportif, il faisait son éloge. Les deux semblent s'apprécier. On parle d'une prolongation pour les deux, là, actuellement, puisqu'il n'y a pas que Luis Enrique, il y a aussi Campos qui devrait prolonger prochainement. Bon, ça, on pourrait en faire une vidéo. Je pense qu'on serait un peu moins enthousiaste. Mais c'est vrai que, visiblement, ils s'entendent bien. Et ça change. Ça change de la guéguerre, par exemple, Tourelle-Leonardo fin 2020. Même si là-dessus, j'aurais des réserves. J'attends le mois de septembre et la fin du mercato. Pourquoi? Parce que l'été dernier, Luis Enrique arrive tard. Il y a déjà des joueurs qui ont été recrutés avant lui, donc sans son aval. Nasser, Campos ont la main sur le mercato. Luis Enrique adopte une posture très consensuelle. Voilà, je suis très content. Merci à ma direction, il travaille très bien. Quand on lui dit, ah mais il y a Verratti qui est parti, qui n'a pas été remplacé, vous êtes content? Ah ouais, je suis très heureux de mon milieu de terrain. À ce moment-là, on se posait d'ailleurs énormément de questions. Bon, au final, on s'est rendu compte que cet hiver, le premier joueur qu'il a demandé, c'est Bruno Guimaraes. Voilà, c'est Luis Enrique qui a demandé Guimaraes à sa direction après l'avoir rencontré 2 fois en phase de poule de Ligue des Champions. Luis Campos lui a dit, bon, c'est un peu mort. Peut-être aussi le joueur qui lui a dit, mon coco, je suis pisté par Arsenal et Manchester City. Peut-être que ça m'intéresse plus que ton projet, quoi. Enfin, il y a plein c'est Jamel, le tweetos connu, qui en a parlé à de nombreuses reprises cette saison. Luis Enrique, voilà, pendant la saison, il s'est réveillé et il a dit, voilà, la priorité, c'est le milieu. C'est là où il attend le plus d'ajustements, où il attend vraiment de grands recrutements. Donc, on va voir aussi publiquement, Luis Enrique a pris ces derniers temps de vraies prises de position. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il s'investira à fond dans le mercato. Il a dit tous les joueurs qui veulent venir, ils peuvent venir. Sur le dossier Xavi Simons, il s'est pas mouillé. Il a pas fait des déclarations bêtes du style je parle pas des joueurs qui aujourd'hui n'évoluent pas sous notre maillot. Non, il a dit ouais, Xavi, il colle parfaitement avec notre projet. J'aimerais bien l'avoir et tout ça. On aimerait tous avoir un joueur comme lui et tout ça. Voilà. Enfin, 80% des entraîneurs, ils auraient dit cette question, posez-la à ma direction sportive en fait. Non, lui, il a dit il a même parlé de recruter 4, 5, voire 6 joueurs pour remplacer Mbappé. C'est quand même des déclarations lourdes de sens qui peuvent s'apparenter à un petit coup de pression sur sa direction. Donc c'est pour ça que j'attends le mois de septembre, voir comment le mercato va être géré, quel dossier on va réussir à faire. Ça dépend pas que du club aussi, hein. Lenny Yoro, quand le Real Madrid est sur lui, qu'il est en loge pour la finale de Ligue des Champions samedi et qu'il voit Camavinga soulever la Ligue des Champions, faire son match et tout ça, Tchouaméni pareil. Bon, je pense qu'après c'est un peu difficile pour nous de le convaincre, tu vois. Kvaratskhelia, bon, même s'il veut venir, De Laurentiis, on sait qui c'est. Mais voilà, j'attends un petit peu le mois de septembre pour ça. Et j'aimerais avoir un dernier mot pour le staff médical qui a très bien géré les organismes, les temps de jeu. Peut-être sur Nuno Mendes, tu as pris des risques à son retour de blessure pour le titulariser en Ligue des Champions, par exemple au match retour contre la Real Sociedad. Je suis pas sûr qu'il était apte à démarrer un 8e retour de Ligue des Champions. Warren aussi, sa blessure avec l'équipe de France. Peut-être revenu de manière trop prématurée pour le match face à Dortmund, qui était aussi très important. C'était limite un 16e de finale de Ligue des Champions à ce moment-là. Mais sinon, voilà, pour tous les autres, ça a été très bien géré. Lucas Hernandez, Dembélé. Bon, Lucas, il se répète, il se refait les croisés, mais avec un joueur aussi fragile,
c'est facile de parler après, mais c'était quasiment écrit, tu vois, qu'il allait se faire l'autre jambe. Et surtout, il se l'a fait sur un mauvais appui. Après une saison plutôt bien gérée en matière de temps de jeu, même si lui aussi t'a un peu tiré sur la corde, il n'a pas eu de petits pépins voilà, qui l'ont vraiment gêné. Voilà. Pour résumer cette vidéo, je trouve que le gros du gros chez Luis Enrique, ça a été ce travail de fond en fait. Il a ramené une vraie mentalité travail, une connexion entre le groupe et les supporters. Ça, par exemple, je suis pas sûr qu'un Nagelsmann aurait réussi à le faire en fait. Je suis pas sûr que Nagelsmann aurait réussi à fédérer son groupe. Les supporters peut-être, mais son groupe je sais pas. Parce que au Bayern, on a vu comment il s'est fait dégager avec pas mal de leaders qui avaient fait du lobbying pour le faire partir. Bon, on sait aussi que le vestiaire du Bayern est assez compliqué, pour ça qu'il y a une tonne d'entraîneurs qui ont refusé jusqu'à qu'ils prennent leur Vincent Kompany, qui est un peu leur Christophe Galtier. On souhaite bon courage aux supporters bavarois. Mais voilà, c'est vrai que fédérer son groupe et tout ça, c'est un très très bon travail. Pour ce qui est de la tactique et des matchs, je trouve que le niveau moyen a augmenté, c'est-à-dire que t'es meilleur, plus de matchs dans la saison, plus régulier, plus constant, voilà. Et ça, c'est d'autant plus intéressant qu'il a tâtonné quasiment toute la saison en fait. D'un côté, l'équipe a été très constante, de l'autre, ses choix tactiques un peu moins en fait. Au début de saison, c'était l'équipe d'Ugarte, ensuite celle de Warren. Globalement, il a tâtonné au milieu de terrain jusqu'au retour face à la Sociedad et ce fameux ajustement Ruiz-Vitinha. En attaque, l'attaque Barcola, Dembélé, Mbappé, il la trouve pas avant début 2024 quoi. Pendant toute la première partie de saison, il faisait que de tâtonner. Skriniar a été très utilisé en première partie de saison. En seconde, c'était Beraldo devant Danilo. Voilà, il y a eu aussi la réintégration de Nuno Mendes. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de 11 vraiment type qui s'est dégagé. Peut-être que ça pourrait être un axe de travail pour l'année prochaine. Moi, je comprends, je suis content qu'ils nous disent oui, j'ai pas de 11 type et tout ça. Mais il faudrait peut-être aussi un peu d'automatisme. Malgré ça, pour cette saison, c'est quand même très bien d'avoir réussi à mobiliser tout le monde et avoir ces résultats, en fait. Aussi régulier en changeant aussi souvent de 11. Après, autant le niveau moyen a augmenté, autant les pics de performance sont peut-être moins élevés qu'avant. Ça, c'est peut-être pas que du fait de Luis Enrique, puisque le niveau global en matière de talent dans l'effectif, bien sûr, a baissé. Donc, c'est-à-dire que sur les gros matchs, t'as peut-être techniquement beaucoup plus de déchets, quoi, et ça s'est ressenti pendant toute la saison. Mais là aussi, j'aimerais aussi parler de Luis Enrique qui a un vrai axe de progression là-dessus, en fait. Les coups d'éclat tactiques qu'il tente à chaque fois sur les gros matchs, faut qu'il réussisse, quoi. À un moment donné, je pense que ça, c'est le truc où je l'attends le plus. Là-dessus, faudrait qu'il prenne un petit peu de Thomas Tuchel dans sa préparation des grosses échéances, parce que c'est vrai que cette saison, il y a eu beaucoup de matchs où dans ses choix initiaux, il s'est vautré tout simplement. Enfin, le match aller face à la Sociedad, la première mi-temps, elle est horrible. Newcastle, pareil, le 4-1 qu'on prend là-bas, le plan, il est mauvais. Au retour, face à la Sociedad, Dembélé en 10, ça ne marche pas. Le Barça, à l'aller, il titularise Asensio, Eli, tu comprends rien. Et au final, en première mi-temps, t'es à l'ouest. Même les joueurs ne savent pas quoi faire sur le terrain. Face à Dortmund, Dembélé en individuel sur Can au Signal Iduna Park, alors que Can, en fait, c'est pas un joueur ultra technique. Incompréhensible. Au retour, pareil, tu lâches pas les chevaux. Donc c'est vrai que là-dessus, sur les choix initiaux des gros matchs, j'attends beaucoup de Luis Enrique. Dans la personnalité, au quotidien, c'est un formidable entraîneur qui a fait un vrai travail de fond, qui va, du coup, dépasser son passage, en fait. C'est pour ça qu'il va laisser son empreinte au PSG, parce qu'il va modifier la culture de ce club. C'est sûr, il va modifier, il va inscrire. L'entraîneur qui passera derrière lui, il va pouvoir capitaliser sur ce qu'il a fait, tu vois. Par exemple, un Pochettino, qui était l'inverse de Luis Enrique, qui avait son groupe avec lui, qui avait des pics de performance, des coups d'éclat absolument énormes en Ligue des Champions, quand il est parti, tout ça, c'est le château de cartes, ça s'est effondré parce que il y avait aucun travail de fond, il a pas du tout changé le club parce que c'est pas un entraîneur de la stature de Luis Enrique, tout simplement. Voilà, donc Luis Enrique pourrait prendre un petit peu de Pochettino dans l'appréhension des grands matchs. Si je devais finir la vidéo sur une espèce de critique, ce serait vraiment là-dessus. C'est vraiment ça que je retiens, c'est les choix initiaux dans les grands matchs. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve demain ou après-demain pour parler peut-être des dossiers en défense centrale. C'est vrai que ça fait longtemps
longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et ensuite, on partira sur le ou les mercato parfaits qui, je pense, vont se découper en plusieurs vidéos. Allez, bonne soirée à tous. Ciao les amis. Prenez soin de vous avant tout.